Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer la lecture de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. Rétif de la Bretonne est un fils de riches paysans de Lyon. C'est un écrivain aussi français au passif assez important puisqu'il commença typographe à Auxerre, à Dijon, puis s'installa à Paris où il commencera à écrire. Il a une vie sentimentale également compliquée et sans doute est soupçonné donc par les biographes d'être indicateur de police ainsi qu'espion pour le roi. Alors nous allons voir peut-être que dans ce livre il y a des petits mots cachés, un petit message codé, on ne sait pas, comme le Da Vinci Code. Donc il aura il fera paraître donc de nombreux ouvrages touchant à des genres différents tels que le roman érotique. Donc le livre que nous allons lire est justement censé être un peu érotique. Nous cherchons toujours l'érotisme dans le livre, mais nous allons le trouver, on y croit, on est convaincus. En passant par la biographie, La vie de mon père, par exemple. Il a également écrit des pièces de théâtre qui, malheureusement, n'ont jamais été jouées, c'est ballot. Donc il écrit de nombreux textes pour réformer la marche du monde. Cependant, l'œuvre majeure de Rétif de la Bretonne est sa vaste autobiographie, Monsieur Nicolas. Il meurt malheureusement dans des conditions pas terribles puisqu'il sera ruiné et il se retrouve atteint d'une maladie également qui l'empêchera de marcher et d'écrire. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Lettre 32. Laure à Ursule. Elle l'avertit de son prochain malheur. Même jour. Ma très chère cousine, comme je crains que la lettre d'un homme ne vous parvienne pas avec autant de facilité que celle d'une écriture de femme, je me joins à monsieur pour vous écrire. Quelque danger vous menace de la part d'un homme qui vous aime. C'est ce que monsieur a découvert hier soir, et ce que des circonstances particulières l'ont empêché d'éclaircir. Ayant été obligé de se soustraire lui-même à la vue de gens de sa connaissance dont il était important pour lui de ne pas être remarqué. Je vous engage par la tendre amitié que j'ai toujours eue pour vous et par l'intérêt que je prendrai toute ma vie à une parente d'un aussi rare mérite d'employer toutes les précautions possibles pour éviter le mal qu'on veut vous faire. Quoique cependant, je ne crois pas que ce soit un mal dans un certain sens puisqu'on vous aime. Mais c'est au moins pour gêner votre liberté. Si j'avais pu espérer de vous entretenir en particulier sans être entendu par Madame Canon, j'aurais été vous voir au lieu de vous écrire. Car il est 1000 petites choses au sujet de votre famille dont je suis très curieuse de mon côté. Je vous en aurais appris au sujet d'Edmond. Beaucoup d'autres, et des plus importantes que je ne puis confier au papier, surtout dans les circonstances actuelles. Je suis avec le plus sincère attachement, votre très affectionnée cousine, Laure C. Lettre 33. Le marquis de A. Ursule. Il fait des soumissions à la fille qu'il a violentée, le surlendemain des précédentes. Vous verrez à votre pied dès que vous le daignerez permettre, l'amant le plus tendre, le plus soumis, le plus dévoué à toutes vos volontés, quelles qu'elles soient. Mettez sur le compte de l'amour tous mes torts, tous mes attentats, comme vous les nommez. Ils cesseront de l'être dès que vous le voudrez. Je vous offre un mariage. Faut-il écrire à vos parents ? Avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais écrire. Votre situation me désole. Une fille si douce, si gaie, se porter à ces extrémités-là, qu'il aurait cru. Je suis détrompée. Croyez, mademoiselle, croyez, fille adorée, que si j'avais tout prévu, vous seriez encore chez Madame Canon. Mais je ne puis me repentir que vous n'y soyez plus. Je vous adore, même par vos rigueurs,
par vos cruautés. Recevez-moi sans crainte, à présent, que je suis éclairée sur vos vrais sentiments, que je sais, à n'en pouvoir douter, combien je m'étais abusée. Vous ne verrez en moi qu'un esclave rampant, qui ne lèvera sur vous ses regards chargés de honte et de douleur, que lorsque vos yeux adoucis le lui permettront. Je suis avec un éternel dévouement, votre, etc. Le marquis de Ursule, alors, elle crie en vain au secours. 26 septembre. À qui m'adresser dans la situation cruelle où je me trouve, entre les mains d'un homme assez peu délicat? Ah, je l'aborde, juste Dieu. Qui m'aurait dit, ma chère parente, si cette lettre te parvient, engage monsieur Godet à me secourir. Je me meurs, je suis là, à ce que je puis entrevoir. Et si l'homme qui te rendra cette lettre ne me trahit pas, rue de la Chaussée d'Antin, dans une maison isolée, ayant un jardin dont les marronniers sont très grands, et où il y a des statues, entre autres une Vénus voyant expirer Adonis, qu'un sanglier vient de blesser. Adieu. Lettre 35. Godet alors. Il montre à nu son âme, sans idée de morale ni de frein, et découvre à demi qu'il est complice du rapt. 27 septembre. Edmond vient d'arriver avec Madame Parangon. Je reste avec eux tout le jour, et peut-être la nuit. Ne sois pas inquiète, ma chère. Je ne voulais écrire que sur une carte, et j'allais te l'envoyer, mais j'ai été obligée de les accompagner avant de pouvoir parler à mon laquais. En l'attendant, à notre retour ici, je vais te mettre au fait de ce qui se passe. C'est pour moi un spectacle bien singulier, et que je puis dire tout neuf que celui d'une femme vertueuse, auprès d'un homme qui, selon elle, lui a manqué essentiellement, obligé néanmoins, par la plus terrible des catastrophes, de suspendre et ses reproches et sa douleur pour s'occuper de la douleur de cet homme qui l'a mise au désespoir. La céleste Parangon a dans cela même une grâce particulière et qui n'appartient qu'à elle. C'est un air timoré, allié à je ne sais quelle espèce de sourire de componction et d'humilité tout à fait angélique. Elle craint de déplaire, tout en voulant en exciter pas de criminel désir. J'étais réellement curieux de la voir après son accident. Pour Edmond, il m'a fait sentir par la manière dont il en agit avec elle qu'il est possible qu'une femme succombe sans cesser d'être estimée. J'ai vu dans ses regards qu'il l'honore autant qu'auparavant la chute. La plus décente manière pour une femme est la meilleure à tous égards, excusez-moi, j'ai perdu le fil. D'accorder des faveurs et de se laisser faire violence. J'imagine que c'est là qu'en est à présent la charmante Ursule. Je ne m'en chagrinerai pas, ou plutôt je t'avouerai que j'en serais enchantée si cela pouvait la rendre marquise. Ce serait un millier de peines pour moi et de difficultés pour Edmond, d'épargner sur la route qu'il doit tenir. Mais c'est là qu'il faut savoir, ce malheureux homme de l'autre jour, avec sa lettre perdue, ou que peut-être le marquis n'aura pas voulu que je reçusse, m'aurait instruit de ce qu'elle pense. Voilà 6 grands jours sans compter les nuits qu'elle est entre ses mains. Mais j'entends la belle Parangon qui revient auprès de moi. Je l'entrevois qui rencontre Edmond. Il a voulu lui prendre la main, elle l'a retirée, et la voilà qui lève les yeux au ciel. Il n'y a pas de femme au monde qui soit si belle qu'elle l'est. Dans cette attitude, si pourtant il ne nous faut pas en excepter Ursule, sans doute à cause de la grandeur de ses yeux. Ils viennent. Adieu. Lettre 36. Le même à la même. Il est toujours le même et ne se déguise pas avec sa complice. 9 octobre. Ursule est retrouvée. Je remets à ce soir les détails. Elle était dans un véritable désespoir. Le marquis a rempli mes vues et il n'a rien ménagé. La pauvre fille est comme la belle Parangon. J'en suis fort touchée, mais les espérances que je conçois me donnent d'autres idées qui me distraient. Elle sera marquise, ou j'y perdrai tout mon repos. L'action est noire, tant mieux. Il faudra davantage pour la laver. Heureusement, la fille est belle. Et s'il se pouvait, car je crois qu'on n'a pas mis
sa pudeur à une seule épreuve, cela serait bien mieux encore. Je fais des vœux sincères pour qu'il n'y ait rien eu de fait à demi. À ce soir, mon ange. Lettre 37. Ursule au marquis. Hélas, l'honneur et la pudeur sont encore tout puissants sur son âme. On veut que je vous écrive, je le fais, par déférence pour ceux à qui je ne puis ni ne dois rien refuser. Mais comment avez-vous osé le demander? Vous que j'abhorre et que je dois abhorrer, vous m'avez enlevé ce que j'avais de plus précieux. Sans cette insulte cruelle, je serais peut-être reconnaissante de l'honneur que vous vouliez me faire. À présent, j'aimerais mieux mourir que de recevoir votre main. Vous avez trouvé le secret de me rendre indigne d'un infâme ravisseur. Et je me tiens pour tel. Je ne veux nourrir que ma douleur et mon désespoir. Voilà tout ce que je peux vous écrire. Votre infortunée victime, Ursule R. Lettre 38, la même alors. Elle lui fait le récit de son malheur. 18 octobre. Apprends à connaître les hommes, cousine. Je te dois cette leçon pour tous les mouvements que tu t'es donnés à mon sujet. Voici une partie de ce que tu ignores. Joins-y ce que tu sais et envoie le tout à ma belle-sœur Fanchon. J'étais dans un trouble inexprimable, causé par les lettres de 2 personnes qui me sont chères, lorsque Madame Canon m'apporta celle de Monsieur Godet. Encore une lettre, me dit-elle. Cela finira sans doute aujourd'hui. Je lus cette lettre et je ne fus pas effrayée de la vie qu'elle contenait. Je m'étais déjà promis d'envoyer les plus grandes précautions. Mais toutes mes idées ne se portaient que sur l'exactitude, à bien fermer la nuit, les portes et les croisées. Un instant après vint la tienne, qui me fut donnée avec beaucoup d'humeur. Ce qui fit que je la présentai à lire à la bonne dame, en lui disant que la précédente contenait un pareil avis. Je la lui remis de même. Elle secoua la tête et dit « Voilà un sot badinage ». Comme il faisait très beau, immédiatement après le dîner, Madame Canon proposa d'aller prendre l'air sur le boulevard, ajoutant que nous rentrerions de bonne heure. Eh bien, avant la nuit. Nous partîmes en voiture afin d'arriver à la promenade sans être las. Comme nous montions en carrosse, le marquis nous aborda et salua respectueusement Madame Canon. Il lui présentait la main pour monter, mais elle évita de la prendre. Pour moi, j'acceptais cette politesse et pour déguiser un peu l'humeur de Madame Canon, je souris à ce traître. Mademoiselle Fanchette en fit autant et nous partîmes. Madame Canon fut de très mauvaise humeur. Je l'en blâmais, insensée. Elle était plus sage que moi. Nous ne fîmes que 2 ou 3 tours. Ayant encore aperçu le marquis qui nous saluait, elle voulut s'en revenir. Nous n'avions pas eu la précaution de garder notre cocher. Nous ne trouvâmes point de voiture, mais le pavé était si net et nous étions si peu fatigués d'une promenade d'une demi-heure que nous fûmes charmés. Fanchette et moi, de nous en retourner à pied. Nous marcherons du moins dans les rues, me disait tout bas ma jeune et chère compagne, si nous ne marchons pas au boulevard. Nous causions ensemble, allant environ 10 pas devant Madame Canon, qui tenait le bras de la cuisinière. Notre conversation nous intéressait. Je témoignais à ma jeune amie les inquiétudes que me donnaient les 2 lettres que j'avais reçues avant les vôtres, et elle me répondait par ses conjectures. Nous étions ainsi parvenus jusqu'à la rue des Billettes, je crois, sans nous apercevoir du chemin lorsque nous nous sentîmes poussés par des hommes de campagne qui se battaient. Mademoiselle Fanchette, effrayée, fit un mouvement en arrière du côté de Madame Canon et m'abandonna au milieu d'eux. C'était ce qu'ils demandaient. Ils ne laissèrent de libre que l'espace qui était entre un carrosse et moi. J'y étais pour me sauver, croyant y avoir vu quelqu'un. C'est alors que 2 de ces hommes m'ont enlevé de terre et m'ont jeté dans la voiture en me disant « Entrez là, vous nous gênez ». J'ai cru bonnement que c'était pour se débarrasser de moi. J'ai paru céder, comme si j'eusse été d'accord avec eux. Cependant, j'ai fait un cri. Les 2 hommes sont aussitôt montés après moi. Car je n'ai trouvé personne dans la voiture. Il fallait qu'on fût sorti par l'autre portière qui nous était ouverte. Nous avons roulé avec une rapidité que je n'ai jamais vue. J'ai voulu imposer à ces scélérats par un ton de dignité, mais ils m'ont fermé la bouche, à m'étouffer
au point que je me suis évanouie. Je ne suis revenue à moi-même qu'en descendant de voiture, dans la cour de maison où l'on m'inconduisait. Je me suis débattue. Le marquis s'est présenté en riant. Je l'ai reçu d'un air de courroux et de hauteur, en lui disant « Votre conduite est indigne d'un homme de votre condition, monsieur le marquis. Je vous adore, pardonnez. Je vous pardonnerai chez madame Canon, mais ici jamais. Vous êtes chez votre mari, je jure sur mon honneur que vous n'en sortirez que ma femme. Les moyens que vous choisissez ne vous réussiront pas, monsieur. Jamais la violence n'a soumis le cœur d'une femme. Le mien surtout se révolte contre une entreprise aussi hardie, aussi coupable que la vôtre. Mon entreprise est criminelle, je le sais, surtout envers vous que j'adore. Mais après l'éclat qu'elle va faire, il ne reste plus qu'à vous donner à moi. Jamais, monsieur. C'est mon dernier mot. Il s'est mis à mes genoux, je l'ai repoussé, j'ai voulu sortir, on m'a apporté dans une pièce éclairée par des bougies. L'excès de ma douleur et la frayeur où j'étais m'ont causé un long évanouissement, et le marquis a eu la bassesse et l'indignité. En revenant à moi, je me suis trouvée dans les bras de cet homme odieux qui me traitait comme la dernière des créatures. Mes forces m'ont encore abandonnée, car je voulais lui arracher les yeux. Je ne sais comment sont les autres hommes, mais s'ils agissent tous comme le marquis. Il appelait ces attentats des hommages. Je l'entendais sans avoir la force de parler. Et ce malheureux fouillait toutes les parties de mon corps par ces criminels hommages. Je suis restée mourante. Il s'en est enfin aperçu à n'en pouvoir douter, car je pense qu'auparavant il n'en croyait rien. Il a été obligé d'avoir recours à 2 femmes à lui. Elles l'ont effrayé sans doute, parce qu'elles lui ont dit de ma situation. Il a envoyé chercher un médecin, qu'on a conduit jusqu'auprès de moi, les yeux bandés. J'ai entendu qu'il disait « Du repos, calmer son esprit, ou je ne réponds pas de sa vie. » Je n'ai plus vu alors que des femmes autour de moi, et peu à peu, j'ai repris mes sens. Le lendemain matin, je n'avais encore rien pris depuis la veille. Les 2 femmes m'ont pressé d'avaler quelques cordiaux et du consommé. Je refusai. Elles ont imaginé de me menacer de faire entrer le marquis, et j'ai pris tout ce qu'elles ont voulu. Je me suis peu à peu fortifiée pendant 2 jours, sans voir mon cruel ravisseur. On me présenta une lettre de lui le 2e ou le 3e jour, et on me fit entendre qu'il fallait absolument la lire. J'obéis en tremblant, mais je ne pus trouver la force de faire une réponse qu'on exigeait. On me laissa tranquille, et moi-même je contribuai à me tranquilliser, en songeant que la maladie m'ôtant ce qui pouvait exciter la passion du marquis, je n'en avais plus rien à redouter. Mais je me trompais. Dès qu'il crut lui-même ne plus avoir à craindre pour ma vie, il me fit donner un soir une potion calmante, disait-il, qui me procura un profond sommeil dont il abusa. Je m'éveillai dans ses bras, et s'il faut l'avouer, mes sens d'accord avec lui. Cette circonstance ne fit qu'augmenter mon désespoir. Je l'accablai de reproches, je voulus attenter à ma vie, à la sienne. Ses soumissions ne faisaient que m'irriter et me mettre en fureur. Il s'éloigna, les femmes revinrent, me tinrent les propos les plus singuliers par leur effronterie. Leur infâme me félicitait. Je gardai un silence de mépris et d'indignation. Enfin, le marquis, voyant qu'après son nouvel attentat, il y avait 2 jours que je n'avais pris de nourriture, il me fit offrir la liberté. Si je voulais avaler quelque chose, je me laissais gagner. Je pris avec indifférence ce qu'on me donna. J'aurais su que c'était du poison, que je l'aurais pris de même. Je fis sommer le marquis de me tenir sa promesse. Il vint lui-même me dire qu'il y consentait, qu'on allait m'habiller. Mais hélas, je n'eus pas la force de me remuer, et on me fit résoudre à me laisser fortifier durant quelques jours. Je demandai mademoiselle Fanchette, ou toi, ma cousine. Le marquis me représenta que ça aurait été le perdre que de divulguer un pareil secret. Que ça aurait été, donc, voilà.
Il exigea en même temps de ma parole d'honneur que jamais je ne porterai de plainte contre lui. Je répondis qu'il m'avait ôté l'honneur. Il insista. Je promis tout ce qu'il voulut. Mais j'eus ensuite continuellement à me défendre de ces entreprises, et il me fit des trahisons de plus d'une espèce. Je me rétablis enfin, assez pour me lever, et le marquis, au lieu de tenir sa parole, allait sans doute recommencer ses attentats, quand un soir j'entendis beaucoup de bruit à la porte de ma chambre. Mes 2 geôlières allèrent voir ce que c'était. Au même instant où elles ouvrirent la porte, je vis mon frère se précipiter dans la chambre, l'œil égaré. Il m'aperçut et vint se jeter dans mes bras. « Ah, mon cher Edmond !» Je ne dis que ce mot et je m'évanouis. En revenant à moi-même, je vis M. Godet et Mme Canon. On me donna tous les secours qu'exigeait mon état et on attendit que je fusse remise de cet assaut pour me transporter. Je n'avouai mon malheur à mon frère qu'à mon arrivée chez Mme Canon. Ô Dieu, quelle fureur! Il me repoussa de ses bras. Un instant après, il vint sur moi, fondant en larmes. La fureur recommençait bientôt. Il fit le serment de me venger. Dut-il y périr? Ah, puisse-t-il ne pas me venger? Voilà ma triste aventure. Elle ne fait pas honneur au sentiment du marquis de... Adieu, ma cousine. Crains tous les hommes. J'aurais juré que le marquis était honnête. Lettre 39. Godet à Edmond. Il le veut calmer par le récit des arrangements avantageux qu'il a fait pour Ursule. Du calme, de la tranquillité. Tu ne m'écoutes pas, tu me liras peut-être. À quoi servent les menaces, l'emportement, la fureur? Je suis de sang-froid. Je vois mieux les choses qu'un homme hors de lui-même. Cette aventure est malheureuse, mais l'issue en peut être ta fortune et celle de ta sœur, sans que l'honneur de cette dernière y perde rien. C'est à quoi je travaille, tout est conclu. J'ai droit d'exiger quelque complaisance de ta part. C'est moi seule qui ai découvert ta sœur par mes soins infatigables, en faisant suivre en même temps les démarches de 3 hommes que je soupçonnais, un financier, un vieux seigneur italien et le marquis. Que mon zèle, au moins, me donne quelque empire sur ton esprit et que le succès de mes démarches t'inspire quelque reconnaissance. Hier, j'ai vu la famille du marquis et muni d'une lettre assez longue d'Ursule. Alors, j'ai parlé, comme peut le faire à des coupables, un homme qui tient la preuve du crime comme le doit l'ami des offensés. On l'a pris sur un ton de hauteur, je me suis concentrée. J'ai gardé 2 minutes ce terrible silence qui précède l'éruption enflammée des passions. Et comme un autre Flaminus, j'ai dit « Je ne vous donne qu'un quart d'heure, tout puissant que vous êtes, qu'un quart d'heure pour m'accorder tout ce que je vais vous demander. Après cet instant fatal expiré, je n'écoute plus rien. Et vous verrez à quel homme vous avez affaire. » On a souri dédaigneusement. C'est à celui qui s'est fait donner les ordres pour reprendre la demoiselle, qui pouvait les étendre jusqu'au marquis, et qui cependant lui a fait grâce. Je vous préviens d'avance que je n'exige pas un mariage. C'est à l'honneur à vous dire là-dessus ce que vous avez à faire. Ces derniers mots ont réveillé l'attention. Le comte m'a dit « Que demandez-vous donc ?» Une fortune pour la demoiselle, qui la dédommage d'un mariage qu'on était prêt à faire et dont j'ai toutes les preuves. Le jeune magistrat de province qu'elle allait épouser à 100 000 écus au moins. Et il me faut un don pareil pour la demoiselle, afin qu'elle puisse vivre dans l'indépendance le reste de ses jours. Si elle le veut, et que la connaissance de votre fils ne la retienne pas dans un état au-dessous de celui qu'elle aurait cru, qu'elle aurait eu. C'est bien assez qu'il l'empêche d'obtenir la qualité d'épouse d'un honnête homme, celle de mère de famille, sans que son action la condamne encore à vivre dans l'indigence, fille et déshonorée. Peut-être enceinte. Car voici la conduite du marquis. 3 attentats commis. Et un dont on ne parle pas. La conduite d'un forcené. Parlez, ou j'imprime cette lettre avec des notes de ma façon. Je ne m'en tiens pas là.
je fais agir des amis aussi puissants que vous et que les vôtres, auprès d'un prince protecteur des innocents et vengeur des crimes. Mais je sens que je me suis peut-être trop vivement exprimée en parlant à des gens d'honneur. Ma demande est juste. Je préfère de vous avoir pour juge et vous avoir pour partie. Je ne suis cependant autorisée par personne. Ses parents sont au désespoir. Un frère qui est ici ne respire que le sang et la vengeance. Mais terminons, et mon meilleur moyen auprès de ces gens-là sera notre traité. Il le faut éblouissant pour la famille. Il faut qu'il la détermine à intimer ses ordres au fils. Ce jeune homme plein de cœur, de la plus heureuse figure, propre à tout, trouverait des protecteurs et surtout des protectrices. J'ose vous inviter à le prévenir. Il n'y a point ici de honte. Réparer un crime honore le réparateur. Excusez-moi. Presque autant que les plus sublimes vertus. Monsieur, a dit le comte, après avoir lu la lettre d'Ursule, si j'avais 2 fils, je sacrifierais celui-ci à la vengeance publique. Mais je n'en ai qu'un. La famille du comte, qui s'était assemblée pour m'entendre, a parlé le même langage. Le marquis a essuyé les plus cruels reproches. On est ensuite convenu qu'on m'accorderait ma demande. Je te fais grâce de quelques discussions pour en venir au fait. On m'a dicté un écrit pour le faire signer à ta sœur. Je l'ai tracé de ma main, tel que le voici. Je sous-signais Ursule R., fille mineure âgée de 18 ans 3 mois. De présent à Paris où ma famille m'a envoyé sous les auspices de Madame Parangon, amie de ma dite famille, et sous la conduite de la respectable dame Canon, sa tante reconnaît. Qu'ayant été enlevée par des paysans dans la rue des Billettes à Paris, j'ai été heureusement rencontrée et délivrée par monsieur le marquis de, qui me trouvant évanouie et sans connaissance, m'a conduite dans une petite maison à lui appartenant du côté, une petite maison à lui appartenante du côté de la chaussée d'Antin, où il m'a mise en sûreté. Qu'étant revenu à moi le dit sieur marquis m'a parlé avec respect, soumission et tendresse, que sur la demande que je lui ai faite d'être ramené chez Madame Canon, il s'est mis en devoir de me satisfaire. Mais que ma faiblesse causée par la frayeur et par la fièvre qui s'était allumée, ne l'ayant pas permis, il a continué de me garder en usant avec moi de la manière la plus obligeante. Qu'à la vérité, il m'a parlé d'amour, mais comme peut le faire un honnête homme. Que je l'ai paisiblement écouté, qu'un jour, n'ayant pas bien compris ce qu'il me disait, et ayant donné une marque d'acquiescement, le dit sieur marquis trompé, pensa que je consentais à couronner sa tendresse, et se conduisit en conséquence, tandis que moi, encore effrayé de mon enlèvement et croyant que l'action du marquis en était une suite, j'ai perdu l'usage de mes sens, situation dont le marquis ne s'est point aperçu. Qu'après l'injure involontaire qu'il m'avait faite, le marquis m'a exprimé des regrets de la manière la plus vive et la plus vraie, que pour réparer autant qu'il est en lui, et qu'il convient à un fils de famille encore sous l'autorité de ses parents, le mal que j'avais souffert par son erreur, il a promis d'engager ses parents à me faire le capital de 15 000 livres de rente, que j'ai promis d'accepter en lui délivrant la présente reconnaissance pour servir et valoir en toute occurrence où elle sera nécessaire. Fait à Paris, ce octobre 1700. Approuvé l'écriture Ursule R. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture. J'espère vous retrouver très prochainement pour la suite donc de la lecture. Avant de vous quitter, je vais vous donner une petite citation qu'un de nos téléspectateurs m'a envoyée par courrier. En dehors de ce petit bout de terre où tu habites, en dehors de l'air que tu respires, il n'y a pas de vie pour moi. Vive Alfred de Musset. Merci beaucoup Daniel. À tout bientôt.